en uniforme militaire au cours de l'année 1917, le 6 juin plus précisément, à Adjoud. Il était un très vaillant chercheur qui se rendait sur place et qui était de plus un excellent spécialiste. Ce laboratoire de bactériologie où l'on préparait les sérums et les vaccins au cours de la guerre s'est réfugié pour quelques mois à Kharkov en Ukraine et ensuite est revenu à Iași. Ce sont des images du front de l'activité de ce laboratoire de bactériologie dont je vous parlais. Et voilà, une mission des dames de Roumanie, cette fois-ci, exerçant leur profession dans une baraque, un hôpital de campagne, disons, sur le front. Le docteur Jean Clunet a sans doute été une figure légendaire de cette mission médicale française en Roumanie. Il a travaillé à Bucarest auprès de l'hôpital français Saint-Vincent de Paul de Bucarest et puis à Iași, à l'hôpital français de Iași, mais également à la Villa Le Grillon, qu'il a d'ailleurs organisé avec un extraordinaire enthousiasme. Il était jeune, il avait déjà l'expérience de la guerre, il avait rédigé une thèse qui ouvrait de nouvelles perspectives dans le domaine de la cancérologie. Il avait fait des études à l'Institut Pasteur dans le domaine de la bactériologie et pourtant il est tombé victime de son devoir et surtout de son dévouement. Donc voilà son monument qui se dresse actuellement tout près de l'hôpital Le Grillon, qui aujourd'hui porte le nom du docteur Clunet. De la grippe, non, de la grippe, je crois, non? Non, du typhus exanthématique. Voilà Jean Clunet, parmi les étudiants qui fréquentaient le cours de microbiologie de l'Institut Pasteur au cours des années 1905-6. La Villa Le Grillon et son évolution architecturale au cours des années, c'est du côté droit l'aspect actuel de cette maison qui en 1924 a reçu, comme je vous disais, le nom du docteur Clunet et a été transformé en hôpital pour les enfants malades de tuberculose. Les funérailles du docteur Clunet et d'une de ses infirmières, la sœur Antoinette. Le monument au cours du temps, dans les années 60, dépourvu de croix, et sa restauration actuelle, c'est un monument à la mémoire de ceux qui ont trouvé la mort à cause de leur dévotion à la profession médicale et aux humains. C'est un monument à la base duquel on peut reconnaître les noms de tous ceux qui sont tombés victimes de leur dévouement, victimes du typhus exanthématique. La Villa du Grillon était un hôpital spécialement organisé par Clunet pour assister les très nombreux malades du typhus, une épidémie qui a sévi le pays au cours de l'hiver 1916-17. Voilà les victimes, à part le docteur Clunet, sœur Antoinette, Roux, religieuse des Filles de la Charité, infirmière volontaire, Alphonsine André Philippe, infirmière majeure de la Société de secours aux blessés militaires, et Geneviève Aînée de Goutel, une infirmière majeure de la même Société de secours aux blessés militaires, qui était une âme très sensible, et elle était la plus jeune de tous, et nous a laissé des mémoires concernant
cet épisode de sa vie qui allait devenir le dernier lié à la mission médicale française en Roumanie et plus précisément à Iași. Les reliques du docteur Jean Clunet ont été, tout comme les ossements de Geneviève aînée de Goutel, transférés en France. Les reliques du docteur Jean Clunet ont trouvé leur place dans le caveau de la famille, une famille célèbre d'ailleurs. Son père était un très fameux avocat à ce moment-là. Le caveau donc de la famille Clunet du cimetière de Père-Lachaise, alors que Geneviève, aînée de Goutal, se trouve à présent au cimetière du Montparnasse. Évidemment, les deux à Paris. Leur mémoire est honorée non seulement en Roumanie, mais également en France. Le répertoire des héros, des victimes de la Grande Guerre sont à présent en mesure de connaître les noms de presque tous les participants à cette conflagration mondiale. Voilà une autre photo qui illustre l'équipe médicale de l'hôpital français de Iași. On peut reconnaître le docteur Clunet, le numéro 3 ici, le premier rang, le deuxième à droite, sœur Elisabeth, et aussi on peut reconnaître les docteurs Vaudescal et Victor Vignal, membres de cette mission médicale française. Une importance tout à fait particulière a eu le docteur Victor Vignal, qui était un excellent radiologue. Lui a quitté la ville de Iași seulement en 1922. Il a épousé une infirmière roumaine de la famille Miclescu qui habitait cette maison assez coquette se trouvant en face de la villa du général Berthelot dans la même rue. Le docteur Vignal s'est impliqué dans la réorganisation du service de radiologie de l'hôpital Saint-Spiridon de Iași et a délivré les premiers cours de radiologie moderne à la faculté de médecine de notre ville. Voilà pourquoi le docteur Vignal est important, et d'ailleurs dans son service de radiologie, une fois retourné au pays, a toujours accueilli chaleureusement les médecins roumains qui venaient s'y spécialiser. Il y a des listes avec les noms, les prénoms parfois des participants à cette mission médicale française, mais on sait bien que environ 15 des membres français de la mission médicale ont été atteints par des maladies, dont 6 ont eu des affections mortelles. Morts à cause du typhus, les docteurs Pierre Clunet, Eugène Dufraîche, Ange Santoni, Alphonse Duguay et Joseph Adam, et du paludisme, le docteur Paul Germain. Le docteur Joseph Adam a même eu le temps pour rédiger quelques vers qu'il nous a laissés en testament de son séjour romain, assez malheureux d'ailleurs. En 1917, au roman victorieux, le Français pourra dire en faisant ses adieux: je n'en connaissais qu'une et j'avais deux patries, la France mon pays et puis la Roumanie. C'était un adage que les Romains connaissaient depuis les 48 heures déjà, depuis Nicolas Bolgescu jusqu'à Brediano et Cantacuzène. Mais voilà qu'à présent les Français avaient le même refrain. Ils se considéraient un peu romans en quelque sorte. La plupart
restes terrestres de ces héros de la mission militaire médicale française se trouve à Iași, dans le carré militaire du cimetière Eternitatea, de l'éternité. On a érigé beaucoup de monuments à la mémoire des héros de la Grande Guerre. On peut reconnaître ce monument qui se trouve dans le jardin de Tismediu à Bucarest et qui a été salué par les représentants de l'État et de l'armée roumaine, comme par exemple le général Butoianu, un excellent chirurgien qui appréciait le sacrifice des soldats français. Voici ce monument très touchant d'ailleurs, réalisé par un vétéran de la Grande Guerre, qui lui aussi était en mutilé de guerre. C'est le sculpteur Yonjala. Ce monument est dédié aux soldats français tombés au champ d'honneur sur le sol roumain pendant la Grande Guerre. Le monument a été inauguré le 19 octobre 1922 en présence non seulement des autorités roumaines, mais également, ce qui plus est, des généraux Foch, Berthelot et Weygand venus en Roumanie pour le couronnement des souverains de la Grande Roumanie. Et puis, évidemment, le monument des héros sanitaires, érigé et inauguré 10 ans plus tard, en 1932, un monument appartenant cette fois-ci à un sculpteur italien, Raffaello Romanelli, à l'inauguration duquel, à part le général docteur Vicol, Nicolas Vicol, qui était le chef du service médical de l'armée, a également participé le général Coulot, celui qui avait coordonné la mission militaire médico-militaire française en Roumanie, et qui précisait dans son allocution l'importance de ce sacrifice commun des frères roumains et français qui désormais vont partager la gloire éternelle. C'est un grand honneur, disait le général Coulot, d'avoir été invité par mon excellent et cher ami le général docteur Vicol à saluer pieusement le souvenir des membres du service de santé roumain qui ont succombé au cours de la Grande Guerre et à rendre hommage à leur mémoire. Et ensuite, il précisait les noms de ces héros victimes de leur devoir et de leur dévouement que nous avons déjà évoqués. Bien sûr, la mission militaire française en Roumanie a eu des répercussions à longue distance, à long terme, non seulement limitées à la période de la Grande Guerre proprement dite. La dotation en équipement et instruments médico-sanitaires des hôpitaux roumains, une instruction du personnel pour assurer le fonctionnement et l'entretien de ces appareillages plus modernes, et parmi les plus modernes à ce moment-là. La mise au point des techniques thérapeutiques chirurgicales, la méthode Carrel, la méthode de Lambrine, et puis les méthodes de réhabilitation en faisant recours à l'électrothérapie, l'électrolyse et la kinésithérapie. Les instructions données au personnel médico-sanitaire et aux volontaires qui ont représenté une forme d'éducation pour la santé, et puis les nouvelles stratégies de réhabilitation des grands mutilés de guerre. Les mesures épidémiologiques ont été en mesure de limiter les effets des épidémies, et puis
c'est toujours l'éducation qui a contribué à limiter les effets des gaz toxiques, des gaz de combat, puis des infections, de la présence des parasites et des autres facteurs de risque en conditions de guerre. On peut dire que la collaboration médicale franco-roumaine au cours de la Grande Guerre a également contribué à une reconsidération du système sanitaire roumain et à une certaine, sinon certaine, amélioration des soins de santé. Voilà une photo illustrant une salle d'électrolyse pour la réhabilitation des blessés de guerre. On doit préciser la présence du docteur Étienne Sorel parmi les membres de cette mission, qui était un spécialiste dans le domaine de la chirurgie orthopédique et traumatologique et qui s'est particulièrement intéressé à ces aspects. D'ailleurs, je suis honorée de saluer un représentant de la famille, des descendants du docteur Sorel parmi nous à cette conférence. La presse médicale française et la guerre, eh bien, la presse médicale et la presse française en général a périodiquement donné des détails concernant l'état des Français se trouvant sur le front russo-roumain au cours de la Grande Guerre. Il y avait parmi les membres de la mission française en Roumanie les docteurs, par exemple, Desfosse, le docteur Desfosse, un des collaborateurs de la presse médicale qui, en Roumanie, était chargé de la rééducation professionnelle des mutilés de guerre, et puis l'ingénieur Dumay, ingénieur génie civil, de la direction du magazine La Science et la Vie, une publication qui collaborait avec Le Petit Parisien, un journal qui avait organisé, qui avait subventionné cette mission d'hygiène dont l'ingénieur Dumay faisait partie avec le docteur Antoine de Goljac. Et le Figaro également. Voici par exemple un message adressé par la reine Marie de Roumanie, paru dans le Figaro en 1917, c'était le 4 septembre de cette année, une année où les Français avaient déjà perdu quelques-uns de leurs membres, quelques-uns de leurs représentants. La reine voulait qu'on se rappelle les noms de ces inconnus, de ces actes ignorés, afin de pouvoir un jour en apporter l'offrande sur le grand autel du souvenir dont la flamme déjà monte si haut vers Dieu. Un petit détail, les membres de la mission militaire française morts du typhus à l'hôpital du Curion, à Iași, ont succombé au cours de la semaine sainte, la semaine précédant les Pâques catholiques. Donc c'était un moment tout à fait significatif, enfin ayant des connotations religieuses également. Et en effet, on honore la mémoire des héros français tombés en Roumanie. Voilà le buste du général Berthelot, qui se trouve dans le voisinage de l'ancien hôpital français de Iași, le collège de Notre-Dame de Sion, tout près du buste du général et de l'hôpital français. On a planté
en 1927 en Chine pour rappeler la contribution essentielle du général Berthelot au succès de cette mission médico-militaire française en Roumanie, et surtout militaire évidemment. Le général Papa Berthelot ne considérait pas qu'il était la personne ou la personnalité la plus importante, mais dans son discours prononcé à cette occasion-là, en mai 1927, il voulait préciser que la réussite n'est pas due à sa modeste personne, mais aux braves soldats et civils qui ont affronté la faim et la misère de cette dure maladie qu'a été la guerre. Et que ce chêne rappelle aux enfants l'avenir, les instants douloureux par lesquels le pays est passé et le succès qui a apporté la réussite. Vive la grande Roumanie. En effet, la mémoire de ces participants français à la Grande Guerre est toujours honorée au cours de chaque année. Les journées de fête consacrées à ces événements, on peut voir ces images témoignant de ce devoir de mémoire que nous essayons d'accomplir. C'est le carré militaire du cimetière Eternitate de Iași, le monument du général Berthelot et le monument du docteur Jean Clunet et de ses collaboratrices. Ce sont des images assez récentes de l'année passée, l'année 2015. Donc voilà qu'on essaie de ne pas oublier ceux qui nous ont aidés à accomplir nos idéaux. En 1918, au cours de la nuit du 12 mars, les derniers représentants de la mission Berthelot devaient quitter la ville de Iași. Parmi eux se trouvait le général Berthelot. Il était accompagné à la gare par la famille royale. Tout le monde était en pleurs, dit-on, ici dans la petite gare de Sokola, de la ville de Iași. Mais si la douleur s'associait à ce départ, à cette séparation, le général allait revenir en apothéose à la fin de novembre 1918, la même année donc, pour célébrer la victoire. En effet, en mars, c'était la paix de Brest-Litovsk qui imposait des conditions assez sévères à la Roumanie, et le 1er décembre, on était déjà en fête. Le jour précédant le départ du général Berthelot, une délégation de professeurs universitaires allemands lui ont adressé en mémoire. Et je pense que c'est ici une des racines de cette mission universitaire française qui va continuer dans l'après-guerre et qui va renforcer la formation intellectuelle, l'éducation des Roumains appartenant désormais à un grand royaume. La délégation était formée par les professeurs Iorga Cantacuzan et Georges Bogdan, et eux, ils demandaient au général Berthelot de ne pas oublier la Roumanie, dont le dernier cri de souffrance suprême vous arrive au moment où elle doit supporter un supplice qu'elle n'a pas mérité. Sur le voyage de retour du général Berthelot et des représentants de la mission qu'il avait dirigée en Roumanie, on a des détails dans les mémoires du docteur Henri-François Mangeon, membre lui-même de cette mission médicale française en Roumanie, qui
a présenté dans un article paru dans le Crapouillot de 1930, un article sur ce voyage de la mission Berthelot, traversant la Russie, arrivant arrivant en Laponie, se dirigeant vers la péninsule de Kolin, et de Laponie allait se diriger vers la France. Le train Berthelot, c'est une photo publiée avec l'article du docteur François Amangean, qui n'était autre que le fils d'un peintre français, Edmond Amangean, un professeur de peinture de deux très importants représentants des beaux-arts romands, à savoir Nicolas Tonita et Théodore Palladio. Voilà donc sur le sacrifice de ces héros de la Grande Guerre, mais également grâce à leur victoire, on a pu mettre les fondements de la mission universitaire française en Roumanie. C'était une mission renouvelée d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres. Les démarches pour mettre au point cette mission ont été commencées dès 1917. On a vu en 1918 le mémoire des intellectuels romans adressé au général Berthelot pour que la France continue à aider la Roumanie. Et en effet, le 15 juin 1919, on signait déjà une convention Angelesco-Poincaré entre les deux ministres de l'instruction publique, celui roman et celui français, Lucien Poincaré. Et cette convention traçait le cadre de la future collaboration entre la France et la Roumanie pour le renforcement du jeune État roumain agrandi, auquel des provinces jusqu'alors séparées de la patrie mère s'étaient rattachées. Donc des échanges d'opinion, des visites de professeurs français en Roumanie et romans en France, des cours délivrés par des spécialistes français en Roumanie, la spécialisation des romans en France, c'était les thèmes les plus importants de cette convention, qui a pu vraiment remplir ses devoirs, surtout après la création de l'Institut français des hautes études en Roumanie en 1924. Le premier à s'occuper de la part de la France de cette mission universitaire a été Charles Le Théot. Eh bien, voici quelques membres de ces missions universitaires qui ont essayé d'aider la Roumanie dans son essor après la réalisation de l'unité nationale. Le professeur et président de l'Académie nationale de médecine de France, Émile Sergent, un grand ami et ancien collègue du professeur Constantin Bakaloglou, professeur de pathologie interne aux facultés de médecine de Iași et puis de Bucarest. Sergent a écrit la préface à son volume intitulé Clinique médicale, le volume de Bakaloglou, et puis s'est rendu en Roumanie plusieurs fois pour donner des conférences à Bucarest, à Iași, à Cluj, dans les principaux centres universitaires du pays. Il a également rédigé les textes de ses conférences, comme par exemple, on peut voir le titre d'une de ses conférences, Voyage de mission en Roumanie.
et puis des impressions de la mission médicale française au cours de la Grande Guerre, publiée par Sergent dans sa conférence sur les relations médicales franco-roumaines en 1930. C'était des détails que Sergent confesse avoir reçus de la part de son ami et collègue Étienne Sorel, qui avait directement participé à cette mission. Évidemment, il raconte l'histoire que nous savons plus ou moins déjà. Voici le professeur Étienne Pierre Sorel, un excellent spécialiste dans le domaine de l'orthopédie, chevalier de la Légion d'honneur, membre et président de l'Académie de chirurgie, membre fondateur et président de la Société internationale de chirurgie orthopédique et traumatologique, président de la Société internationale de thalassothérapie, membre de l'Académie de médecine. Et voici du côté droit une photo prise à l'hôpital français de Iași avec l'équipe française et le docteur Sorel qui travaillait là-bas. Le voici encore une fois en Roumanie en 1928 au Congrès international de thalassothérapie qui s'était tenu à Bucarest, à Constanța et avec des visites à Herculane également. À part le professeur Étienne Sorel, qui était un vétéran de la mission médicale et un ancien président de la société de thalassothérapie, il y avait les présidents d'honneur et le président en exercice de cette société savante, Arsène d'Arsonval, Albert Robin, Marcel Labbé, tous autour du général Vicol, que l'on peut reconnaître, c'est le plus imposant dans la photo de cette diapo. Et une fois encore en Roumanie, le professeur Sorel, en 1925, se trouvait à Iași, à la faculté de médecine, pour présenter des aspects sur le traitement de la tuberculose osseuse, la maladie de Poth et de ses complications, les nouvelles acquisitions dans la pathogenèse des paraplégies de la maladie de Poth. Une conférence dont le texte a été donc publié dans la revue médico-chirurgicale, publiée en français à ce moment-là. C'était l'organe officiel de la Société des médecins et des naturalistes de Iași, fondée en 1830, la plus ancienne société scientifique des pays roumains et du sud-est européen. Et du côté gauche, en haut, on peut observer le professeur Georges Mourico. Le professeur Mourican était un excellent spécialiste dans la sphère de la pédiatrie, accompagné de sa femme et accueilli par ses collègues de Iași. Mais ces professeurs que je vous présente ici au cours de leur visite à Iași se rendaient d'habitude, lorsqu'ils se trouvaient en Roumanie, dans plusieurs centres universitaires, surtout à Bucarest évidemment, mais puis des visites à Cluj, à Iași, et des conférences, surtout des conférences médicales portant sur leur domaine d'excellence. Voici d'autres collaborateurs de la mission médicale de l'après-guerre, la mission universitaire. Cette fois-ci, les professeurs et membres de l'Académie française, Marcel Labbé, Charles Achard, André Lemierre, André Boivin, qui a également été professeur de chimie plusieurs années à la faculté de médecine de Bucarest. On peut voir que ces participants à la mission universitaire française en Roumanie
avait été élu membre de plusieurs sociétés savantes roumaines, dont, parmi tant d'autres, la Société des médecins et des naturalistes de Iași. À Bucarest, l'activité de l'Institut français des hautes études était plus intense, les visites des Français plus fréquentes. On ne peut pas oublier la contribution du professeur Emmanuel de Martin, du professeur Marcel Fontaine, lui aussi participant à la mission militaire Berthelot en Roumanie, André Boivin, Sergent, Charles Achard, tous les autres, tous passés tout d'abord par les universités de Bucarest pour arriver ensuite à Iași ou à Cluj. À Cluj, la situation était tout à fait spéciale. Et on a mis l'accent sur la présence française dans la capitale de la Transylvanie, puisque ces provinces, la Transylvanie, la Bucovine, qui étaient nouvellement, récemment attachées à la Roumanie, auraient dû avoir un statut comparable à celui des provinces françaises, l'Alsace et la Lorraine, en effet. Et donc, c'était important dans une province comme la Transylvanie, anciennement dominée par la civilisation hongroise et allemande, que la présence latine et française, la francophonie et la francophilie se développent. Voilà donc une mission nombreuse avec des professeurs embauchés pour plusieurs années à l'université de Cluj. Le professeur Yves Auger, langue et civilisation française, Paul Montel pour les mathématiques, René Janel, spéléologie et biologie, un grand ami de Cantacuzène et de Rakovitsin, tout comme Jules Guillard, un spécialiste en parasitologie, mais également en histoire de la médecine. Lui a organisé à Cluj l'Institut d'histoire de la médecine, de la pharmacie, de la médecine vétérinaire et du folklore médical, et a mis au point une excellente bibliothèque. Donc voilà, Jules Guillard pour ce qui en est de l'histoire de la médecine et Pierre Thomas pour la biochimie. À Alba Iulia, une capitale symbolique de la Roumanie réunie, un cercle franco-roumain a également été fondé avec une très importante dynamique activité. Et maintenant, je pense que cette mission universitaire française en Roumanie a repris de plus belle. Après le rideau de fer, après la tombée du rideau de fer, l'activité de l'Institut français a pratiquement cessé à Bucarest, les missions universitaires françaises également. On a eu dans la période communiste, avec intermittence, des collaborations avec la France, des missions universitaires, des lectorats de français, des spécialisations en France, mais ces périodes d'ouverture étaient limitées. Donc, seulement après la chute du communisme et de ce rideau de fer qui séparait l'Est de l'Ouest, on a pu remettre en branle cette coopération franco-roumaine. En ce qui concerne, par exemple, la ville de Iași, on a eu
le plaisir de voir se rouvrir le centre culturel français inauguré par le président François Mitterrand en 1992 et des centres semblables ont été créés ou ravivés dans toutes les grandes villes de la République.